J'ai été contacté hier par Christophe Cariou-Martin, qui est l'avocat des proches de Federico Martin Aramburu. Il m'a contacté pour discuter en fait d'une initiative pour renforcer la réglementation sur un type d'arme à feu très utilisé dans des violences d'extrême droite, les armes de catégorie D. Ce qui fait que je vais vous parler de ce sujet aujourd'hui, c'est que Christophe Cariou-Martin, il m'a donc aussi relayé une pétition sur change.org, une pétition dont il est l'auteur au nom des familles de victimes, et donc une pétition qui vise à alerter l'attention du Parlement français et du gouvernement sur le sujet des armes à poudre noire. Quand je suis allé voir la pétition, quand j'ai cliqué sur le lien, je vais pas vous mentir, j'étais un peu attristé, voire même un peu choqué, puisque j'ai vu que la pétition, elle avait été signée par seulement 80 personnes. Seulement 80 personnes, même pas 100. Et là, je vais être très honnête avec vous, moi je me suis dit, il y a quand même un problème, quoi. Il y a certainement au moins un défaut d'information sur le sujet, parce que, croyez-moi, si vous étiez peut-être plus renseigné sur ces sujets, vous signeriez, je pense, ce genre de pétition. Clairement, si vous faites partie des gens qui sont concernés de près ou de loin par la violence de l'extrême droite, que ce soit en manif ou dans la vie, cette question des armes, elle vous concerne énormément et très concrètement. Donc, je me suis dit que j'allais vous expliquer le problème des armes à poudre noire, et si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la pétition en description. Je précise que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça s'appuie sur un article que j'ai publié dans l'UMA en 2024 et que j'ai coécrit avec la super journaliste Romane Frachon. Je vous mettrai ses réseaux en description et je vous mettrai aussi le lien de l'article en description pour que vous puissiez aller le lire. Alors tout commence en mars 2022. Un homme, Federico Martin Aramburu, boit un verre à Paris à la terrasse du bar Le Mabillon avec son associé Sean Egarty. Si vous connaissez pas Federico Martin Aramburu, c'est probablement que vous ne connaissez pas bien le monde du rugby, mais sachez qu'il est très très célèbre. Il est même mondialement célèbre puisqu'il a été international de rugby et qu'il a joué plusieurs Coupes du Monde dans l'équipe d'Argentine, où il a même volé une 3e place à la France en 2007 en Coupe du Monde en marquant un essai dans la petite finale. En France, on ne lui en a pas tenu rigueur, surtout que Federico Martin Aramburu a joué une partie de sa carrière en France et qu'il s'est même installé à Biarritz après la fin de sa carrière. Donc Federico Martin Aramburu, il est en train de boire un verre avec son associé Sean Egarty à Paris. À côté de lui, dans le bar où ils sont, il y a un groupe de 3 personnes, 2 hommes et une femme, qui tiennent des propos racistes. À un moment, ce groupe, il commence même à insulter une personne qui est décrite par l'enquête comme de nationalité étrangère, sans qu'on en sache beaucoup plus, mais en tout cas, les injures sont xénophobes, et donc cette personne qui fait l'erreur de demander une cigarette au groupe raciste, elle se fait invectiver, elle reçoit une tonne d'injures racistes, et elle se fait humilier. Federico Martin Aramburu et Sean Egarty, quand ils voient ça, ils font ce que font plein de gens, ils interviennent. Ils se disent que là, c'est pas ok, que le racisme comme ça, qui s'exprime dans la rue de manière ignoble, c'est non, et donc ils disent à ces personnes d'arrêter. Les 3 personnes en face sont très vindicatives, et finalement, ça tourne à la bagarre. Le personnel du bar est obligé de les séparer et Federico Martin Aramburu et Sean Egarty, ils décident de partir, ils règlent la note et ils prennent le chemin de leur hôtel sans, en tout cas, se sentir plus en danger que ça. Il y a eu une altercation et maintenant ils sont simplement en train de rentrer tranquillou à l'hôtel. Sur le retour, une Jeep les rattrape. 2 hommes en descendent, les mêmes qui tenaient donc des propos racistes au Mabillon. Seulement, cette fois, ils sont armés et ils sont totalement hors de contrôle. 6 coups de feu partent, Federico Martin Aramburu s'effondre et il mourra dans la nuit. Première surprise de l'enquête, les tireurs sont bien connus des services de police et auraient même pu se trouver en prison au moment des faits si la justice avait fonctionné correctement. Le premier des assassins, notamment, s'appelle Loïc Le Priol. C'est un militant d'extrême droite bien connu pour sa violence et son racisme. Selon des infos de Libération, il est issu d'une famille d'extrême droite des beaux quartiers de la bourgeoisie parisienne. Son père, c'est un entrepreneur qui marche très très bien et il est dans le milieu de l'extrême droite depuis longtemps. Et sa sœur, elle dirige tout simplement la section francilienne des nationaux catholiques du Renouveau français. Loïc Le Priol, c'est aussi un ancien militaire qui a servi au Mali. Il a d'ailleurs défrayé la chronique pour avoir, selon des infos de Marianne, je cite, frappé et étranglé une prostituée à Djibouti. Selon des infos de Street Press, je cite encore, l'armée française aurait payé pour le tirer d'affaire et il a à l'époque échappé à une condamnation. Mais ça ne s'arrête pas là. En 2015, avec un ami à lui, Romain Bouvier, notez bien Romain Bouvier parce que c'est notre 2e tueur dans l'affaire Martin Aramburu. Loïc Le Priol et Romain Bouvier sont tous les 2 militants au GUD, qui est un groupuscule d'extrême droite connu
connu pour sa violence. Donc il y a vraiment des indices très très nets d'individus qui sont en radicalisation, que ce soit sur le plan idéologique, mais aussi sur des passages à l'acte violents qui sont de plus en plus réguliers et de plus en plus rapprochés. Donc avec Romain Bouvier, Loïc Lepriol, il va agresser à coups de poing américains et de gaz lacrymogène deux jeunes hommes de 19 ans qui avaient fait l'erreur, mon Dieu, de se prendre en photo devant la Jeep de Loïc Lepriol. Donc ils se sont pris en photo, ils ont fait un selfie devant la voiture de Loïc Lepriol et ils se sont fait tabasser à coups de poing américains et de gazeuses. Selon le journal Le Point, Romain Bouvier et Loïc Lepriol, ils seront condamnés pour cette agression 2 ans plus tard à une peine de prison avec sursis et 2000 € chacun pour préjudice moral. Ça ne s'arrête pas là. Un soir d'octobre 2015, Lepriol et Romain Bouvier, avec 3 autres militants du GUD, ils vont se rendre au domicile d'Édouard Klein, qui est l'ancien chef de leur groupuscule, avec qui ils se sont embrouillés, et ils vont lui tendre un guet-apens. Selon Mediapart et Street Press, qui ont dévoilé les images horribles de ce qui s'est passé, Loïc Lepriol et Romain Bouvier vont torturer une personne. On voit sur les images Loïc Lepriol et ses amis s'en prendre à Édouard Klein, le torturer, le frapper, l'humilier, le tabasser pendant de très longues minutes. Dans les dernières images, Édouard Klein, la victime, est totalement nu, le sang inonde son visage et coule sur le sol, pendant que Lepriol lui colle un couteau sous la gorge et lui dit « Tu sais que j'en ai buté plus d'un des mecs là-bas, tu le sais », faisant référence à ses années dans l'armée. Après cette affaire, Lepriol, il est arrêté, il est mis en examen et placé en détention provisoire pour acte de torture. Mais il sort 10 jours plus tard. D'après Marianne, il serait sorti grâce au versement d'une caution de 25 000 € par Axel Lousteau, un ex-membre du GUD qui est aussi trésorier du micro-parti de Marine Le Pen, Jeanne. On a Lepriol qui est arrêté pour acte de torture et il sort en fait 10 jours plus tard grâce à de l'argent qui, selon Marianne, aurait été versé par un proche de Marine Le Pen qui est en fait aussi un ancien membre du GUD, car il se trouve que Loïc Lepriol, il était assez proche de certains des membres de la GUD Connection, qui étaient donc les anciens du GUD au Front National et au Rassemblement National, puisqu'il a d'ailleurs été en couple pendant un moment, Loïc Lepriol, avec la fille de Frédéric Chatillon, qui est un ancien GUDard très très proche d'Axel Lousteau. Pour le coup, si on avait voulu tirer des fils entre la mort de Federico Martin Aramburu et le Rassemblement National, il y avait des super fils à tirer, il y avait des gros fils. Ils n'ont pas été tirés. On va pas se mentir, c'est assez impressionnant comme cette info, elle est restée là. Elle a été reprise par France Info, par quelques autres journaux, et elle a disparu. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que ça a été si peu investigué. C'est que cette affaire, elle soit restée à ce stade-là. On parle quand même du meurtre d'un international de rugby en plein Paris. Le parcours du gars est terrifiant du début à la fin. Et on a ça qui flotte, quoi. Cette question, donc lâchée par Marianne, cette espèce de bombe atomique qui dit « Ah non, mais il y a un lien avec le Rassemblement National par des ex de la GUD, des mecs de la GUD Connection, etc. et tout. » C'est posé là, on n'en parle plus, quoi. Et c'est assez flippant, quoi. Donc, pour cette agression, jugée en juin 2022, Lepriol écopera de 4 ans de prison, dont 2 fermes, et Romain Bouvier de 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Malheureusement, ce jugement aura lieu bien trop tard, et Lepriol et Bouvier auront déjà tué Martine Aramburu au moment des faits. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Pour que vous ayez bien en tête 2 choses. D'abord, à quel point dans l'affaire Aramburu, on avait affaire à des gens dangereux, mais surtout pour que vous compreniez que ce danger, il était connu et parfaitement documenté par les forces de police. Parce que ça nous amène à la deuxième grosse surprise du dossier. Je vais citer Christophe Cariou-Martin, donc l'avocat des proches de Martine Aramburu, qui explique que les armes utilisées par Lepriol et Bouvier pour assassiner Martine Aramburu étaient parfaitement légal. Il s'agissait, je cite toujours, de revolver à poudre noire, une arme de catégorie D en vente libre sans permis. Chez l'un d'entre eux, les enquêteurs vont même trouver d'ailleurs une dizaine d'armes de ce type, donc d'armes à poudre noire, rangées à côté d'une statuette de Hitler et d'un exemplaire de Mein Kampf. Et là, normalement, c'est là où vous devez commencer un petit peu à flipper. Dès qu'on y réfléchit, on doit commencer à se demander, mais comment ces hommes, membres donc du GUD, un mouvement raciste, ces hommes qui sont connus pour leur violence, au point qu'on apprendra qu'ils sont quand même fichés S et qui sont en plus en attente d'un jugement pour violence volontaire dans une affaire de torture, donc comment ces mecs radicalisés et ultra violents, ils ont pu conserver légalement des armes jusqu'au jour du meurtre. Et c'est là qu'on va parler d'un système légal très utilisé à l'extrême droite pour s'armer légalement et qui est
couramment cité dans des affaires de terrorisme. Première chose à savoir, et ça c'est super important, c'est que en fait, de base, il est quand même plutôt très facile de s'armer en France. Je sais que beaucoup de personnes ont cette représentation et cette idée que la France, un pays où il n'y a pas beaucoup d'armes, c'est absolument faux. En France, il y a des armes, il y a beaucoup d'armes en circulation et c'est pas si compliqué de s'armer. Je vous donne les explications de Michel Baxis, qui est le président de la Fédération française de tir, que j'avais interviewé en 2024 avec Roman Frachon, et qui nous expliquait, je cite, « En termes de législation, on applique la loi européenne. Seules 4 fédérations ont l'autorisation du ministère des Sports pour acquérir des armes, celles de tir, de chasse, de balle trappe et de ski. Pourquoi la fédération de ski? À cause de certains sports de ski où il y a nécessité de faire du tir au fusil. Michel Baxis expliquait qu'une fois affiliés à ces fédérations, je cite toujours, les Français peuvent avoir accès à toutes sortes d'armes légalement, de l'arbalète jusqu'au fusil de guerre, mais il précisait, attention, pas de fusil en rafale ou d'armes en rafale, c'est strictement interdit. Donc c'est déjà pas mal, et il suffit donc d'être simplement membre d'une de ces fédérations pour avoir une arme, et il y a aussi une autre voie, c'est la chasse, où on peut dire que c'est à peu près la même chose. Là, à nouveau, je vais citer Jean-Michel Daprévy, qui est directeur délégué aux affaires juridiques de la Fédération nationale des chasseurs, que j'avais aussi interviewé en 2024 avec Roman Frachon, et qui avait admis lors de l'interview qu'il était effectivement facile pour les membres de la fédération, une fois qu'ils avaient leur licence, d'acquérir jusqu'à 12 armes. Donc, avec une licence dans un club de tir ou une licence de chasse, vous pouvez avoir une arme assez facilement. Et l'extrême droite, on peut dire qu'elle a pas mal exploité ce système. Claude Sinquet, l'ancien candidat du FN, auteur de l'attaque de la mosquée de Bayonne en 2019, il avait utilisé un fusil à pompe et un pistolet 9 mm, 2 armes qu'il détenait grâce à sa licence de tireur sportif. Valentin Marconne, le survivaliste qui avait abattu 2 personnes en 2022, était lui aussi un tireur sportif en club et l'arme utilisée pour ces meurtres était parfaitement légale. Un scénario qui se répète aussi lorsque des réseaux d'extrême droite sont démantelés. Par exemple, en 2021, les armes du groupuscule Honneur et Nation, qui voulaient commettre des attentats contre une loge maçonnique et le ministre Olivier Véran, elles étaient toutes enregistrées pour du tir sportif. Même chose pour le groupuscule Action des forces opérationnelles, qui voulait assassiner des femmes portant le foulard et des imams, dont la grande majorité des armes étaient aussi détenues grâce à des licences de tir sportif et des permis de chasse. Ça peut être flippant là ce que je viens de dire, toutes les histoires que je viens de raconter, mais rendez-vous compte que sur ces armes-là, il y a quand même des systèmes de contrôle. Donc ces armes détenues avec une licence de tir ou une licence de chasse, elles sont utilisées dans des attentats d'extrême droite, mais il y a des systèmes de contrôle. Depuis 2011, il existe un fichier administratif géré par le ministère de l'Intérieur, le FINIADA. Le FINIADA, il recense toutes les personnes soumises à des interdictions d'acquisition et de détention d'armes. En gros, dès que vous êtes dans le fichier, vous êtes bloqué, vous ne pouvez ni acquérir une arme, ni obtenir un permis de chasser, et normalement, les fédérations de tir et de chasse, elles vérifient toujours en amont de chaque inscription si une personne, elle est fichée par le FINIADA. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 100 000 personnes sont actuellement inscrites au FINIADA, et en 2020, 1600 d'entre elles ont essayé d'acquérir une arme malgré les interdictions, ce qui montre qu'on est globalement sur un système assez fonctionnel, puisque ça permet à la fois d'empêcher des personnes d'utiliser une arme, et en même temps de tracer les personnes qui sont interdites d'armes et qui voudraient continuer à s'armer et donc qui vont allumer une alerte rouge quelque part. Chose très intéressante qui était sortie de l'enquête qu'on avait fait avec Roman Frachon, ce fichier FINIADA, il n'est pas vécu négativement dans les fédérations de tir. Michel Baxis, qui est le président de la Fédération française de tir, il nous avait dit à l'époque, je cite, on voit nos armes comme un outil de sport, mais on sait que la dérive peut arriver, donc on comprend le contrôle. Un avis qui était 100% partagé par Jean-Michel Davril, qui nous avait expliqué, je cite encore, on aimerait que l'État ne réduise pas la voilure sur les contrôles. En fait, les chasseurs veulent plus de contrôle et plus de police de la chasse. Cela dit, attention, le FINIADA, c'est loin d'être parfaitement opérationnel. Déjà, comme on l'a vu avec les militants d'extrême droite qui ont voulu faire des attentats comme Claude Sinquet, Action des forces opérationnelles, etc., le FINIADA, il voit que les gens déjà condamnés ou fichés pour quelque chose de vraiment grave. Généralement, le fichage, il se fait sur décision préfectorale ou à la suite d'une condamnation ou suite à un traitement psychiatrique. Donc, il y a un problème, c'est qu'il y a des gens, tout simplement, qui vont passer à l'acte et ce sera leur premier passage à l'acte et ils vont tuer quelqu'un. Et ça, le FINIADA, il peut pas le voir et il a beaucoup de mal à anticiper ces questions-là. Pire, il existe aussi un vide juridique sur les stages d'initiation au tir. Je vais citer David Durand, qui est l'auteur d'un article intitulé « Porosité du contrôle des utilisateurs d'armes dans la revue Sécurité globale » et qui explique, je cite, dans le monde du tir français, des non-licenciés peuvent utiliser des armes par le biais d'initiations payantes ou sur invitation d'un tireur licencié. La France ne dispose toujours pas de moyens techniques pour contrôler ses utilisateurs d'armes. Ça paraît pas un gros problème au début, mais vous allez voir, c'est un problème beaucoup plus important qu'on ne pense. C'est un truc que personnellement j'ai beaucoup observé
quand j'enquêtais sur les survivalistes et où je me suis retrouvé plusieurs fois en fait dans des espèces de stages de tir qui étaient faits par des instructeurs qui étaient en fait même pas formateurs en tir avec un brevet fédéral, hein, juste des formateurs de survie autoproclamés dont personne ne pouvait à aucun moment vérifier les compétences et qui nous amenaient sur des stands de tir pour nous faire des stages où on apprenait à utiliser une arme comme ça sans aucune autre formalité. Donc on se retrouvait à un stage où il y avait plein d'armes fournies par l'instructeur et où on tirait dans des conditions de sécurité quasiment inexistantes. Je vous renvoie à mon bouquin La peur et la haine, je raconte un de ces stages dedans. C'est à vraiment se dresser les cheveux sur la tête. Juste petit teaser, moi je finis quand même avec un flingue braqué sur la tempe hein, dans ce stage-là. Et c'est un cadre où vraiment n'importe qui peut apprendre à tirer sans rejoindre une fédération de tir ou sans être soumis à une vérification auprès du FINIADA. Je peux vraiment le confirmer puisque je l'ai fait moi-même. T'arrives, je sais même pas si on nous avait fait signer une décharge ou un truc comme ça, que dalle, hein, c'est vraiment t'arrives, tu rentres, on te met un flingue dans les mains et tu t'entraînes à t'en servir. Et c'est très inquiétant cette faille parce que en fait, on sait déjà qu'elle a été utilisée par des terroristes pour s'entraîner à manier les armes en prévision d'attentats. Elle a notamment été exploitée en 2015 par les djihadistes Sami Amimour et Sharaf Al-Mouadan, deux des terroristes du Bataclan. Ces deux terroristes, ils avaient suivi des cours de tir en passant par une société privée qui organisait des sessions d'initiation à l'usage des armes de poing et des armes longues. Selon le journal 20 minutes, Sharaf Al-Mouadan, il aurait notamment suivi des cours de tir en 2012, attention, accrochez-vous bien, à l'Association nationale de tir de la police. Je sais pas quoi dire. Enfin voilà, ça la fout quand même très très mal et c'est quand même très très flippant. Et donc tous ces gens-là, ils peuvent se retrouver à s'entraîner à manier les armes et donc potentiellement ensuite utiliser les compétences qu'ils auront développées dans des attentats sans que le FINIADA ne soit à aucun moment consulté et donc du coup il passe totalement entre les mailles du filet. Donc le FINIADA, il a quand même de gros angles morts et aujourd'hui de nombreux groupes, notamment aux idées proches de l'extrême droite comme les groupes survivalistes, ils vont utiliser ce type de stage pour s'entraîner à manier des armes de manière dissimulée, mais en gros, s'ils s'entraînent à la manier, ça va pas non plus leur donner le droit de ramener une arme à la maison. Donc on pourrait se dire, c'est pas si grave, ils apprennent à se servir d'une arme, mais s'ils n'ont pas les armes chez eux, c'est pas dangereux. Sauf que, en fait, pour ça aussi, il y a un trou dans la raquette, il y a un vice légal qui permet à n'importe qui de s'armer, même un type ultra violent, même un type repéré par la justice, comme Loïc Le Priol, qui était en procès pour torture et qui pour autant avait des armes qu'il va utiliser pour assassiner Martine Aramburu. En France, le plus gros problème actuellement quand on parle d'armes, c'est ce qu'on appelle les armes à poudre noire. En gros, c'est une catégorie d'armes qu'on appelle la catégorie D et étrangement, en France, les armes à feu de catégorie D, elles sont en vente libre. Je le redis pour que vous percutiez bien, les armes à feu de catégorie D sont en vente libre. Elles sont donc achetables sans aucune contrainte, si ce n'est celle d'être majeur et de pouvoir présenter une pièce d'identité. J'avais posé la question à Michel Baxis de la FF Tir et il avait confirmé, je cite, pour les armes de catégorie D, il n'y a aucune vérification du casier ou du FINIADA, elles peuvent être achetées et détenues librement. Je cite aussi le député Thomas Porte, qu'on avait interrogé avec Roman Frachon à l'époque et qui expliquait « Les armes à poudre noire, ce sont des armes qui tuent mais qui peuvent être achetées sur simple dépôt d'une pièce d'identité, même par des gens déjà condamnés pour des actions violentes. » Attention, souvent quand on parle d'armes de catégorie D, il y a cette idée un peu bizarre comme quoi ce seraient des espèces de pistolets de pirates, des espèces de mousquets qui peuvent tirer qu'un seul coup, des vieux trucs chelous, des pétoirs qui marcheraient pas très bien, mais c'est pas du tout le cas. En réalité, les armes à poudre noire, ce sont des armes létales, parfois des armes à répétition qui peuvent donc tirer plusieurs coups et qui ont été utilisées pour tuer dans de nombreuses guerres jusqu'au début du XXe siècle. Et en plus, certaines sont très peu chères. Pendant l'enquête, on a trouvé des revolvers 6 coups vendus à moins de 200 €. Donc si vous devez vous convaincre de la dangerosité de ces armes, dites-vous qu'elles sont en accès libre, qu'elles sont extrêmement peu chères et qu'elles ont largement suffi à assassiner Federico Martin Aramburu. 6 balles, c'est largement suffisant pour assassiner quelqu'un. Et ces armes, on les voit revenir dans plein d'affaires où l'extrême droite est citée. Par exemple, dans l'affaire dite de la famille Gallican, un groupuscule survivaliste constitué de supporters d'Éric Zemmour qui s'était filmé en train de tirer sur des caricatures racistes et antisémites avec donc des revolvers à poudre noire. Autre affaire, l'affaire Logan Nissin, condamné en 2021 à 9 ans de prison pour, je cite, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et chez qui on avait trouvé des armes à poudre noire lors des perquisitions. En fait, c'est pas surprenant que
ces armes elles reviennent si fréquemment dans des affaires liées à l'extrême droite? Parce qu'en fait, l'extrême droite, elle théorise le fait de s'armer. Il y a une vraie culture des armes à feu dans les milieux d'extrême droite, et les militants, ils vont se passer entre eux les bons tuyaux, s'expliquer comment faire. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup observé pendant mon enquête chez les survivalistes, où en fait, il y avait dans les stages de survie des discussions informelles où les gens se disaient entre eux: ah ouais, non, mais si tu veux une arme, et ben voilà, tu peux avoir une arme à poudre noire facilement. Parfois, dans certaines régions, on se donnait l'adresse des armuriers pas trop regardants, parce que certains armuriers, malgré le fait qu'ils aient pas à le faire, et ben ils vont quand même aller jeter un œil au Finiada avant de vendre une arme à poudre noire, surtout les armes à feu. Et donc il y avait vraiment tout un système social d'explication sur comment s'armer, comment obtenir une arme, comment avoir une arme. Beaucoup des personnes sur lesquelles j'ai enquêté, en fait, leur première arme à feu, c'était une arme à poudre noire. Puis ensuite, ils allaient passer le pas, s'inscrire dans un stand de tir, avoir une licence de chasse, et grâce à ça, obtenir d'autres armes, et en fait, finalement, se constituer un petit arsenal chez eux. En plus de l'entre-soi militant dans les stages de survie, il y a aussi Internet. Et sur Internet, vous allez trouver plein de tutos faits par des militants d'extrême droite pour expliquer aux autres personnes d'extrême droite comment avoir facilement des armes légalement en exploitant justement les failles du système législatif français. Par exemple, pendant l'enquête avec Roman Frachon, on a trouvé les vidéos d'un gars avec 12 000 abonnés, je vais pas citer le nom pour éviter des problèmes inutiles, mais c'est quand même un gars assez connu, 12 000 abonnés, c'est quand même pas dégueulasse, qui proposait plusieurs vidéos sur les armes à feu en vente libre, et parmi ses conseils sur comment obtenir une arme facilement en France, il expliquait donc comment avoir une arme à poudre noire, mais surtout, et ça c'était très intéressant, il expliquait aussi quel modèle d'arme à poudre noire pouvait être détourné et utilisé ensuite avec des munitions standards. Parce que oui, autre problème des armes à poudre noire, c'est que les armes à poudre noire, elles ne sont pas toujours que à poudre noire. En fait, certaines armes à poudre noire, elles peuvent parfois être détournées et chargées avec des munitions qui sont tout simplement des munitions qui en feraient normalement des armes d'une autre catégorie, C, B, etc., etc. Ça veut dire que si vous suivez bien la logique, vous allez acheter une arme sans aucune traçabilité, mais une arme qui est en fait totalement utilisable de la même manière qu'une arme de catégorie B. Le youtubeur dont je parle tout à l'heure, là, qui avait 12 000 abonnés, qui expliquait à ses abonnés comment faire, il expliquait notamment qu'en France, le célèbre fusil Winchester utilisé par Schwarzenegger dans Terminator 2, vous savez, le fameux fusil qu'il a sur l'affiche du film et qu'on le voit utiliser sur la moto, qui est quand même pas une arme qu'on considérera inoffensive, j'espère qu'on est d'accord, en fait, en France, il s'achète sans permis. Mais c'est aussi une arme que l'on peut utiliser avec des cartouches de calibre 12, ce qui, en fait, devrait la classer parmi les armes de chasse nécessitant un permis. Et évidemment, je le précise, c'est pas du tout la dimension sportive qui intéresse les influenceurs racistes de YouTube, Instagram, TikTok, qui expliquent au public d'extrême droite comment s'armer. En réalité, leur motivation à ces gens-là, elles sont à la fois politiques et racistes. Par exemple, dans sa vidéo sur le survivalisme, le youtubeur d'extrême droite Code Reno, qui a 328 000 abonnés quand même, ça commence à faire beaucoup, lui, il conseille aux gens qui le suivent, évidemment d'avoir des armes à poudre noire, mais il associe ça aussi à des intentions plutôt terrifiantes, puisqu'il ne se cache pas vraiment sur qui il pense les utiliser. Je redis ce qu'on avait dit dans l'article avec Roman Frachon, article publié par l'UMA. Selon lui, s'armer, c'est se préparer à tirer sur ceux qu'il surnomme les, je cite, chances pour la France, comprenez, les immigrés. Voilà, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, on vit dans un pays de plus en plus marqué par la violence de l'extrême droite, et ces violences, elles s'exercent souvent par arme à feu. En 2025, Hichem Miraoui, un coiffeur de 45 ans, a été tué par balle par un voisin sur un motif raciste. L'assassin était tireur sportif et détenait légalement au moins 5 armes. Donc, entre les armes détenues avec une licence, les stages accessibles à n'importe qui et les armes à poudre noire, il y a en France un énorme problème avec les armes à feu et leur circulation dans des milieux radicalisés et violents, tout particulièrement à l'extrême droite. Et malheureusement, ce sujet, aujourd'hui, il est complètement laissé de côté du débat politique. Personne n'en parle et personne ne s'en empare. Pourtant, si vous avez peur de la violence de l'extrême droite, ça devrait être une priorité pour vous que ces gens ne puissent pas s'armer. Alors évidemment, je ne suis pas naïf, je sais qu'on ne réglera pas tout le problème d'un coup, mais il y a quand même des initiatives, comme cette petite pétition de Christophe Cariou-Martin dont je vous parlais au début, qui essaye de renforcer la réglementation sur les armes de catégorie D, pour qu'au moins n'importe qui ne puisse plus s'armer sans aucun contrôle en France et assassiner des pères de famille comme Federico Martin Aramburu. Donc, je ne sais pas si la pétition
pétition arrivera à atteindre son objectif. Et en fait, j'ai même envie de vous dire, c'est pas si important. Moi, en fait, je pense que c'est surtout une bonne excuse pour parler de ce sujet gravissime, l'amener sur la place publique, informer les gens autour de nous qui croient souvent que s'armer en France, c'est très difficile, et essayer de changer les choses. Partagez cette vidéo autour de vous, faites-la tourner à tous les gens qui se sentent concernés par la question de l'extrême droite. Je le redis, aujourd'hui, ces armes, elles circulent, ces armes, elles tuent. Il est grand temps de faire quelque chose.